Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Cash Confidence. Cette 4e saison, on l'a fait en partenariat avec Boursobank. C'est le partenaire officiel de la saison, surtout parce qu'on partage la même mission, rendre la finance accessible et compréhensible à toutes et à tous. Ensemble, nous créons un espace où l'argent devient simple, clair et surtout utile à toutes les femmes qui veulent parler d'argent sans tabou. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient très souvent et une question qu'on n'arrête pas d'entendre depuis qu'on a lancé le podcast. Faut-il faire confiance à son banquier ? Et pour répondre à cette question, on a trouvé la meilleure personne et on est hyper ravis d'accueillir aujourd'hui Maëva, qui a créé Mon Budget Bento et qui est pour nous l'une des voix les plus pédagogiques en France sur tous les sujets financiers. Donc Maëva, bienvenue. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Déjà, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Et donc pour les présentations, tu as dit le principal. Je suis la créatrice du compte Mon Budget Bento sur Instagram. Je suis également l'autrice d'un livre qui s'appelle Mon budget sur pilote automatique, qui donne des conseils sur comment gérer son budget et donc justement pour après dégager de l'épargne et pouvoir investir. Et donc aussi, c'est là que le banquier peut entrer en jeu. Génial. Et du coup, pour se lancer, je vais direct au sujet. Est-ce qu'il faut faire confiance à son banquier ? Je trouverais un peu dommage de ne pas faire confiance à son banquier. Si on ne lui fait pas confiance, il vaut mieux en changer. On peut demander à changer de conseiller, on peut changer d'agence, parce que c'est aussi une relation humaine, finalement, avec le banquier. Donc, du coup, est-ce qu'il faut ? Oui, il faut avoir confiance à son banquier, puisque l'argent, on sait que c'est un sujet qui est assez touchy en France. Donc, est-ce qu'on va parler ouvertement, en toute transparence avec quelqu'un à qui on n'a pas confiance ? Non, après... Confiance ne veut pas dire confiance aveugle. Et selon toi, tu vois, on entend souvent parler qu'un banquier, c'est un conseiller qui n'a pas d'objectivité, que c'est un vendeur. Est-ce que le banquier, il a des incitations financières quand il parle à ses clients ou non ? Et comment est-ce qu'on peut trouver un banquier objectif ? Le banquier, déjà, il a une obligation légale de conseil. Donc, un banquier, il ne va jamais vous conseiller des choses qui vont à l'encontre de vos intérêts, ou vous arnaquer, ou ce genre de choses. Par contre, effectivement, ça reste un vendeur. Il est employé, salarié d'une entreprise qui a des objectifs, qui a des produits à pousser. Donc, c'est normal. C'est pour ça que souvent, quand on va à la banque, on peut se faire proposer différents types d'assurances, différents types de produits, etc. Mais bon, c'est comme si on disait que on va dans un magasin de vêtements et qu'on ne veut pas que la vendeuse nous suggère tel manteau ou telle paire de chaussures, en fait. Et il y a une chose aussi que tu parles souvent, c'est le fait d'arriver en mode touriste avec le banquier. Justement, c'est souvent de là que vient la confusion avec le banquier, parce qu'en fait, on arrive chez le banquier en disant qu'est-ce que... je suis là, en fait, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Et après, le banquier, comment est-ce qu'il va faire ses recommandations ? Donc, bien sûr, un banquier va poser des questions, etc. Mais c'est quand même important en tant qu'adulte, on n'est pas des enfants, parce que souvent on a un peu ce côté infantilisant par rapport à l'argent, que c'est un sujet d'experts, etc. Mais il ne faut pas se cacher derrière ça pour finalement rentrer dans un rendez-vous avec son banquier sans avoir ni préparé des questions, ni avoir un objectif à présenter. Après, bien sûr, le banquier peut challenger, mais il ne faut pas venir les mains dans les poches. C'est comme si tu vas, par exemple... chez le coiffeur ou la coiffeuse et que tu dis faites ce que vous voulez. Il y a de fortes chances que tu ressortes avec quelque chose qui te plaît pas forcément ou qui est pas en accord. En fait, là où c'est un peu compliqué par rapport au coiffeur, où finalement si la coupe est trop courte, attends un petit peu, ça va finir par repousser, c'est que dans les projets financiers, d'ordre financier, l'horizon il est vachement plus long. Ça peut être des objectifs à 5, 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, même pour la retraite, par exemple. Et donc, forcément, les produits, ce ne sont pas les mêmes, ou en tout cas, les attentes ne doivent pas être les mêmes, la stratégie ne doit pas être la même. Et donc, c'est pour ça qu'il faut venir avec un minimum d'idées ou à minima des questions, quoi. Pour avoir vécu l'aspect coiffeur, je peux confirmer, j'arrive toujours chez le coiffeur en disant « fais ce que tu veux avec ma tête ». Il m'est arrivé une fois, il m'a rasé la moitié du crâne. J'ai pensé exactement ça. Pendant que tu disais, je pensais, mais non, on a fait exactement ça. J'adore faire ça, je dis exprimez-vous, mais bon, c'est pas toujours... Mais ça repousse. Mais du coup... Mais en fait, on peut dire oui, fais-toi plaisir, mais
pas ça. À défaut de savoir ce qu'on veut, faut savoir ce qu'on veut pas. Voilà. Et du coup, par rapport à ça, par rapport au fait de savoir ce qu'on veut, c'est quoi un peu les questions qu'il faut qu'on se pose avant d'arriver chez le banquier, justement? Est-ce qu'il y a un peu une checklist mentale à remplir avant d'arriver? Est-ce qu'il y a des questions fondamentales qu'il faut absolument se poser? La première question qu'il faut savoir déjà, c'est est-ce que j'ai besoin de cet argent? C'est une question qui peut sembler bête, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, si c'est mon argent, forcément, j'en ai besoin. Mais en fait, avoir besoin de son argent, c'est-à-dire que, par exemple, si demain il t'arrive quelque chose, je sais pas, ton réfrigérateur est tombé en rade, est-ce que c'est 400 ou 500 euros qu'il faut pour remplacer le réfrigérateur? Est-ce que c'est les euros que tu comptes, en fait, placer avec ton banquier? Donc, premièrement, c'est savoir est-ce que j'ai besoin de cet argent-là. Donc, si c'est un argent dont j'ai besoin pour couvrir soit mes besoins du quotidien ou soit une urgence, de toute façon, il ne va pas être placé. Hein. Donc, désolé pour les personnes qui pensent qu'avoir l'argent sur un livret A ou un LDD, c'est un placement. Ce n'est pas un placement. On va dire que c'est juste, c'est une tirelire améliorée avec un petit taux, quoi, voilà. L'épargne de précaution voilà. Au chaud. Voilà, exactement. Ou pour des dépenses vraiment à court terme, on va partir en vacances, ça sert à rien de placer l'argent de ses vacances alors qu'on en aura besoin dans moins d'un an. Et ensuite, l'autre point à savoir, c'est quel est mon horizon de placement. C'est-à-dire, en fait, le rendement que je vais chercher par rapport à ce placement, est-ce que j'en ai besoin pour quand? Est-ce que j'en ai besoin pour quand mon enfant va faire ses études supérieures? Est-ce que j'en aurai besoin dans 5 ans quand je vais peut-être vouloir devenir propriétaire? Est-ce que j'en aurai besoin dans 30 ans quand je vais peut-être un jour arriver à l'âge de la retraite et que j'aurai besoin de débloquer cet argent? Donc ça, ce serait une deuxième question à se poser. Et puis, la troisième question, c'est de comprendre finalement la notion de risque. Parce que les gens, quand ils parlent de risque, des fois, tu as l'impression qu'ils parlent du casino. Tu sais, tu mets 100 euros sur le tapis, tu fais tourner la roulette, et puis soit tu gagnes de l'argent, soit tu perds ta mise. Alors que c'est un petit peu plus nuancé que ça, bien sûr. Tu vas mettre 100 euros. Potentiellement, tu peux ressortir peut-être à 80 euros, mais tu peux aussi ressortir à 103 euros, 105 euros, 120, 200 peut-être au bout de quelques années. Donc, bien sûr, on peut perdre, on peut gagner, mais quand on dit qu'on perd de l'argent, c'est pas comme si on perd un billet dans la rue, comme si on avait fait un pari, en fait. Donc, je pense que c'est les 3 questions principales. Est-ce que j'ai besoin de cet argent? À quel horizon est-ce que je veux placer? Et quelle est ma compréhension finalement de la notion de risque quand on parle de placement? Et puis être clair sur ses objectifs, mais ça c'est pour la vie en général, hein, c'est pas que quand on va chez le banquier. Mais c'est clair, et je pense que c'est une question qui revient souvent lors des challenges qu'on fait. C'est cette question, justement, compréhension du risque, parce que j'ai peur de tout perdre. Donc, c'est un peu une vision 0, 100% extrême, sachant que la plupart des placements n'ont pas un risque à 100%. Oui, pour vraiment perdre 100%, il faut aller vers des placements bien spécifiques. Par exemple, tu vas vers du crowdfunding et tu trouves une entreprise, tu aimes beaucoup le projet, tu te dis, voilà, je vais mettre 500, 1000, 2000 euros dessus. Et puis, l'entreprise, finalement, c'était une pousse d'entreprise, entre guillemets. Et puis, malheureusement, c'est pas toutes les pousses qui vont devenir des grands arbres. Et si l'entreprise se plante, là, on va finalement, effectivement, perdre 100%. Mais comment on ne perd pas 100%? C'est aussi en ne mettant pas 100% de l'argent qu'on veut placer sur le même projet. Parce que finalement, même si tu veux faire du crowdfunding, par exemple, mais que tu places sur 10 entreprises différentes, si les 10 entreprises se plantent, c'est peut-être soit que tu as beaucoup de chance. Vraiment zéro chance. Voilà. Mais et puis aussi, pas faire que des entreprises naissantes, faire aussi des entreprises un peu plus installées sur la bourse, etc. Donc, la partie de diversification, c'est aussi très important pour justement sortir de ce 0-100 un peu binaire. Et par rapport à la diversification, c'est une question qu'on aime bien traiter dans les épisodes, d'avoir un peu le point de vue de chacun. On a parfois des personnes qui viennent nous voir et qui ont 100 euros à placer. Est-ce qu'avec 100 euros, il vaut mieux faire quand même de la diversification? Ou est-ce qu'avec 100 euros, tu restes sur un type de placement ou tu veux diversifier dans le placement? C'est quoi? Est-ce qu'il y a un minimum avant de diversifier? Oui, quand même, mais c'est pas 100 euros qui est la limite, parce qu'en fait avec 100 euros tu peux mettre 50 euros sur quelque chose, 50 euros sur autre chose, parce que c'est 600 euros par mois, ça fait 1200 euros à l'année, donc t'as quand même de quoi faire. Et puis t'as plein de supports qui sont diversifiés par essence. Par exemple, quand tu achètes des parts de fonds d'investissement ou que tu achètes des parts d'ETF, par exemple, donc ce qu'on appelle aussi les trackers, de base, quand j'achète une part d'un ETF ou d'un fonds d'investissement,
ce sont des fonds qui eux-mêmes ont investi dans plusieurs entreprises. Donc j'ai déjà diversifié, même limite avec, s'il y a des ETF, je ne sais pas s'il y a des ETF à 10 euros, mais s'il y a des ETF à 10 euros, même avec 10 euros, en fait, j'aurais diversifié. Après, c'est juste que le rendement que je vais attendre sur 10 euros, forcément, ce ne sera pas le même que sur 100 000 euros. Voilà. Ouais, c'est sûr. Et c'est intéressant parce que du coup, on parle déjà de plein de termes, plein de jargon financier. Donc, on parle de risque, diversification, ETF, trading. On a pas mal d'auditrices qui ont peur justement de parler avec un banquier parce que une fois que j'explique, ok, est-ce que j'ai besoin de cet argent, quel horizon du temps, niveau de risque, il va me répondre avec plein de jargon financier et que je vais me sentir tellement perdue et j'ai peur d'arriver à cette situation et ne pas savoir quoi faire. Donc, est-ce que tu as des conseils pour ces gens qui pensent qu'il faut être experte ou expert pour après parler à un banquier? Quels mots utiliser? Est-ce qu'il y a des phrases, des questions à poser? Je pense que, déjà, abonnez-vous à mon compte, vous verrez. Moi, j'ai plein d'abonnés qui viennent me voir et qui me disent « Ah, mon banquier m'a dit, dis donc, madame, vous vous y connaissez bien. » Alors qu'elles y connaissent rien, mais c'est juste qu'elles connaissent au moins les termes et plus ou moins ce que ça veut dire. Ça, c'est des choses qui sont hyper accessibles. C'est sûr que quand tu entends 15 mots d'affilée, tu dis « Oh là là, c'est une langue extraterrestre pour moi, je ne comprends rien. » Mais finalement, moi, ce que j'aime bien dire, c'est, j'ai un terme, je dis oui, les expertiseurs de l'expertise, c'est les personnes qui parlent avec beaucoup de jargon, etc., pour montrer comme s'ils connaissent beaucoup de choses, etc., alors qu'il n'y a pas du tout besoin d'être expert pour comprendre les bases en tout cas. Après, c'est sûr que si on rentre dans les techniques vraiment des financiers, les traders, c'est vrai qu'on a un peu l'image sur YouTube, etc. Mais à la base, c'est quand même des personnes qui ont des masters, voire plus en économie, en maths, etc., en statistiques, etc. Donc, c'est quand même des têtes, c'est pas juste les golden boys qu'on peut voir dans les médias un peu, mais au moins pour comprendre la base, il n'y a pas besoin du tout d'être expert. Et moi souvent je parle des figures d'autorité et je dis que souvent les femmes, il faut qu'elles se détachent des figures d'autorité, parce que souvent dès qu'il faut faire quelque chose, il faut avoir l'aval de quelqu'un, que ce soit les parents, que ce soit un copain, que ce soit le banquier, que ce soit le médecin, enfin c'est bon, on n'est plus des enfants en fait, hein, même si dans la société on infantilise beaucoup les femmes, leur expliquer ce qu'elles doivent faire, comme si elles ne peuvent pas réfléchir par elles-mêmes. Donc moi mon message aussi c'est de dire, mais en fait, je sais pas, si vous avez des enfants et qu'ils sont toujours vivants, a priori vous avez des capacités quand même, vous avez réussi à les garder vivants, c'est quand même un exploit. Avec tout ce qui se passe, donc du coup c'est bon, vous avez un cerveau qui fonctionne et il ne faut pas partir sur les trucs, j'aime pas les maths, j'aime pas, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est franchement accessible et il ne faut pas aussi, souvent je parle un peu du syndrome de la bonne élève, de vouloir comprendre tout de A à Z pour avoir un 10 sur 10. Mais en fait, on n'a pas besoin d'avoir un 10 sur 10. Et d'ailleurs, le banquier, il est là aussi pour faire, nous on fait de A à D et puis après il nous explique le reste. Et justement, en lien avec... J'aime trop tout ce que tu dis. Je pense que dans tous les cas, on adhère à 200% avec tout. C'est assez marrant parce qu'on parlait justement de ces figures d'autorité dans un autre épisode où on disait, en fait, tu te fais critiquer par ta mère ou par ton ami, et tout le monde te donne son avis sur ce que t'as investi parce que t'es une femme et que justement tout le monde se permet beaucoup plus de donner son avis. Et dans ce monde-là, normalement, le banquier devrait être la figure objective de ce qu'il faudrait faire parce que c'est ni ta mère, ni ton pote, ni ton voisin. Mais du coup, ce qu'on voit très souvent par rapport au syndrome de l'imposteur, c'est que les femmes savent pas s'arrêter et vont juste faire plein de formations à la suite. Des formations. Apprendre par cœur, je pense, tout en compte et vont plus faire des formations. Quand est-ce qu'on s'arrête et qu'on se dit, là, c'est bon, je suis parée, je peux y aller? Comment est-ce qu'on sait qu'on a acquis le b.a.-ba? Est-ce qu'il y a une manière de le savoir ou pas du tout? En fait, faut y aller dès le début, hein. Comme on a dit tout à l'heure, on peut commencer avec 100 euros. 600 euros, c'est beaucoup d'argent pour vous. Vous commencez avec 50 euros. Il y a des actions, franchement, des téléopérateurs, ça coûte 10 balles. Hein. Ça coûte moins cher qu'un... En fait, moi, ce qui me dérange, c'est le côté oh là là, pour 50 euros, mais vous achetez des paires de chaussures à 50 euros. Ouais. Même beaucoup plus cher que 50 euros avec l'inflation. On solde le troisième des marques. C'est vraiment une chose du 44 avec les femmes ou du 35. Mais du coup, des fois, on fait des dépenses. On va dépenser 100, 120 euros pour des choses où on sait que ça perd de la valeur. À partir du moment où la paire de chaussures, tu l'as mise une fois dehors, elle vaut la moitié de son prix, en fait. Donc, si on arrive à ne pas se poser la question pour une paire de chaussures, on peut aussi, en tout cas à mon sens, prendre le risque de se dire je vais prendre 100 euros, je vais acheter une action, ou je vais en acheter peut-être
3 qui coûtent voilà, 30 balles, entre 10 et 30 euros. Et je vais voir, voilà, qu'est-ce que ça fait de passer un ordre, c'est pas un risque d'essayer 100 euros. Alors bon, bien sûr, si on est au RSA ou quelque chose, 100 euros, c'est énorme. Mais pour quelqu'un qui a un salaire normal, tu mets 10 euros par mois de côté en te disant, bon, dès que j'ai 100 euros, j'y vais. Voilà, à la fin de l'année, c'est fait. Faut passer à l'action et arrêter de procrastiner. Voilà. Absolument. Et j'aime bien aussi le discours de justement, on se sent tellement à l'aise de faire des dépenses, mais pas forcément des investissements, ce qui est trop dommage. Et justement, je pense qu'il y a une peur qui est très mentionnée par beaucoup d'auditrices, c'est justement cette peur de se faire arnaquer. Donc, c'est pas forcément juste de perdre les 100 euros, mais si j'ai mis sur un placement ça me force à chaque mois à placer 100 euros et j'ai pas vu, il avait une ligne qui disait qu'il y avait un versement automatique et j'ai pas bien lu. Donc il y a un peu cette peur il faut absolument que je maîtrise tout pour éviter que je me fais arnaquer. Tout à l'heure, ce que je disais, c'est que les vrais financiers, c'est des têtes en finance. Donc on pourra faire toutes les formations qu'on veut, à part passer par la filière finance. On va pas devenir tradeuse, tu vois ce que je veux dire, ou on va devenir petite tradeuse du dimanche, tu fais ton petit boursicotage et tout, mais enfin en tout cas moi c'est pas un objectif que je me suis fixé et je pense pas que c'est quelque chose qu'il faut se fixer, sauf si c'est une passion, voilà, et qu'on a envie de faire ça. Déjà le banquier à la base il peut pas t'arnaquer. C'est pas un lien sur Internet où tu cliques, où on te promet des 1000 et des 100, etc. Tu es dans une agence, ou en tout cas dans une banque, que ce soit agence virtuelle ou en physique. Donc justement, si tu as peur de te faire arnaquer, normalement, c'est pas chez le banquier que tu devrais avoir cette peur-là. Après, normalement, ce dont elles peuvent avoir peur, c'est de ne pas comprendre ce à quoi elles s'engagent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, je me suis fait arnaquer par mon banquier ». C'est pas qu'ils se sont fait arnaquer par le banquier, c'est qu'ils n'ont pas compris, en fait, le placement qu'ils faisaient. Par exemple, des gens qui ont eu un livret A pendant 15 ans, ils n'ont jamais investi en bourse. Et on leur dit, allez-y, placez d'un seul coup 5 000 euros en bourse. Et puis ils voient que ça baisse. Ah oui, c'est l'arnaque, j'ai perdu de l'argent. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Au lieu d'appeler le banquier pour demander, oui, est-ce que c'est normal que ça baisse? Alors, normalement, le banquier est censé avoir expliqué. Mais il y a des personnes qui ne comprennent pas forcément ou qui disent... Oui, mais en fait, elles n'ont pas compris. Et au lieu d'appeler le banquier et dire est-ce que c'est normal et que le banquier ait au moins une chance d'expliquer, madame, là, vous savez, les nouvelles sont mauvaises, etc. C'est normal, les marchés sont un peu, en mode en descente, en baisse. Normalement, après, il y a une embellie en fonction des actualités, etc. Que la personne puisse comprendre. Ça, il faut le savoir avant. Parce que peut-être que du coup, tu n'aurais pas mis 5 000 euros, tu n'aurais mis que 500 euros. Et puis, les gens, ce qu'ils font, c'est que dès qu'ils voient que ça baisse, ils retirent leur position. Ah là, je récupère mon argent, j'ai perdu 30 euros. Si ça continue comme ça, combien je vais perdre? Et puis, effectivement, là, ils ont perdu 30 euros. Et ils vont dire qu'ils se sont fait arnaquer. Mais ils ne se sont pas fait arnaquer, ils n'ont pas compris les mécanismes des marchés financiers. Et justement, je pense que je suis entièrement d'accord qu'il faut d'abord comprendre le placement, comprendre le mécanisme avant de commencer à investir. Et est-ce que c'est la mission, est-ce que c'est le rôle du banquier de bien expliquer ses placements? Alors, je pense que ce n'est pas le rôle que du banquier. Je pense qu'il y a des choses qui devraient être déjà abordées à l'école, parce que quand même, on est dans une économie qui est, je ne sais pas si ça se dit financiarisée, mais en tout cas où la finance, elle a une place cruciale, pour tout, pour la dette, pour le logement, pour créer une entreprise, les taux, etc. Toutes ces choses-là, normalement, pour moi, ça devrait faire limite partie de l'éducation civique, parce qu'on fait partie d'une société qui est... Heureusement, malheureusement, bon ça c'est chacun qui verra, beaucoup influencé par la finance, et donc normalement c'est au devoir aussi de la société d'éduquer ses citoyens sur des sujets aussi importants que ça. C'est pas le banquier tout seul qu'on va avoir une fois par an qui va faire notre éducation financière. En tout cas, je pense que c'est mettre trop de responsabilités sur le dos de... En plus, les conseillers en banque, souvent, ils sont assez jeunes, etc. C'est un travail beaucoup plus... terme. Ouais, que juste le pauvre rendez-vous qu'on va avoir une ou deux fois par an avec son banquier. Et c'est quoi pour toi les signes que c'est un bon conseiller bancaire? Est-ce qu'il y a des moments aussi où il faut dire « Ah ouais, non mais là peut-être qu'il vaut mieux que j'en change » ou là, il est vraiment top, je m'accroche à lui. Est-ce qu'il y a des moyens de savoir? Est-ce qu'il y a des bons moyens de savoir? Je pense déjà qu'il répond à vos questions, qu'il sait répondre à vos questions et qu'il sait dire aussi « Je ne sais pas ». Ouais. Parce que des personnes aussi parfois qui savent vous dire non. Je pense que ouais, le meilleur indicateur c'est le banquier qui sait dire non, pas qui va dire
Ah bon, bah, vous avez 20 ans, vous voulez ouvrir un PER, bah allez-y. Donc PER, plan épargne retraite, quand on a 20 ans, je ne sais pas si c'est vraiment la priorité de bloquer son argent jusqu'à ce qu'on arrive à la retraite. Un autre point, c'est aussi un banquier qui va pouvoir vous faire la contradiction sur les propres arguments qu'il a donnés. De dire, bah voilà, je vous conseille ce produit-là, les bénéfices et les inconvénients, c'est ça et ça. Et par contre, si vous êtes dans telle situation, effectivement, c'est pas forcément le meilleur placement à faire. Enfin, donc avoir un peu cette contradiction dans l'argumentaire qui permet de montrer au moins qu'il maîtrise son sujet. Et par exemple, si mon banquier, ok, je lui fais confiance, mais il m'a donné un conseil que je suis pas à 100% à l'aise, je suis pas forcément d'accord, j'ai entendu le cousin, j'ai entendu mon copain, j'ai entendu l'ami qui a dit quelque chose qui n'est pas forcément pareil, vers qui je dois m'adresser pour avoir un deuxième avis? Bah, déjà, on peut présenter. Déjà, enfin, moi, ce que je dis souvent à mes abonnés, c'est quand on vous présente un produit à la banque, vous ne le prenez pas on spot, en fait, sur le moment. C'est comme si quand tu vas acheter une voiture, tu arrives dans la concession et tu achètes tout de suite la voiture sans aller voir les autres marques, sans te renseigner sur les modes de financement, etc. Il n'y a pas d'urgence. Hein. C'est pas pour les 20 € de bonus qu'ils vont vous donner que ça va changer quelque chose. Donc, en fait, qu'on vous explique le placement, vous repartez avec votre petite plaquette, vous y réfléchissez, vous notez vos questions, et après, bah, justement, on va avoir les avis de X, Y, Z qui vont dire « Ah non, mais ça c'est nul, ah, ça c'est bien, ça c'est nul ». Et ensuite, revenir vers le banquier avec ces arguments-là. Et donc là, on revient à ce que je disais tout à l'heure sur être capable d'avoir de la contradiction, en fait, d'entendre les arguments contradictoires et de dire bah, effectivement, ce que votre copain vous a dit, c'est vrai parce que nanana, mais moi, je vous ai proposé pour ces raisons X, Y, Z. Et après, encore une fois, comme on a dit, il faut sortir aussi des figures d'autorité. C'est pas ni au banquier, ni à notre copain. Alors peut-être notre copain parce qu'il nous connaît un peu mieux, mais ni aux parents ou aux cousins de nous dire ce qu'on doit faire. À la fin, il faut aussi accepter que c'est notre responsabilité. Et c'est pour ça qu'on en revient encore, en fait, tout est entremêlé. On en revient aussi à la notion de risque. Bah ok, mon cousin, il dit que c'est un mauvais placement. Mon banquier m'a expliqué les avantages et les inconvénients, et moi j'ai fait la balance entre les deux, et je trouve que ça vaut le coup, donc je vais mettre mes 100 € là. Et puis, je vais mettre 100 € pendant 6 mois. Et puis, si je vois que soit ça me fait peur, ou que soit, après, 6 mois, c'est pas un horizon de... On peut pas juger d'une assurance vie ou d'un PER sur 6 mois, parce que, en fait, c'est un peu ça l'inconvénient, c'est que c'est dans 5, 10, 15 ans que tu verras est-ce que c'était une bonne décision ou pas. Donc, il faut accepter aussi de prendre des décisions, en fait, qui ne sont pas évidentes, où c'est pas noir ou blanc, ah, c'est une bonne décision, ah, c'est une mauvaise décision. Et par exemple, par rapport aux banques en ligne, parce que je pense qu'il y a une mentalité un peu plus ancienne, on va dire, de faire confiance justement quand il y a une agence, je peux y aller, il y a une agence que je vois, je touche, je sais qu'il y a un conseiller là-bas, et une banque en ligne, c'est quelque chose de beaucoup plus nouveau. Il y a une nouvelle façon de voir, par exemple, moi je préfère les banques que j'ai pas d'agence, comme ça j'ai pas besoin d'y aller, je peux parler avec un conseiller de n'importe où. Comment ça se passe, ces différentes façons d'adresser les banques en ligne? Déjà, dans les banques en ligne, il y a 2 types de banques en ligne. Il y a les banques en ligne et les néobanques. Enfin, ce qu'on appelle les néobanques. Donc, les banques en ligne, c'est des, entre guillemets, de vraies banques. C'est-à-dire qu'elles offrent tout le panel de produits bancaires. Donc, tu as un compte en banque, tu as un moyen de paiement, tu as de l'épargne, tu as des placements, tu peux faire un crédit immobilier. Enfin, tous les services que peut fournir une banque, elles vont l'avoir. Les néobanques et ces banques en ligne, sont en règle générale adossées à une banque qu'on dit traditionnelle, donc avec du physique. Donc par exemple, votre partenaire, c'est Bourso, c'est la Société Générale. Ils font partie du même groupe. Et ensuite, donc, les néobanques, ce sont des mini-banques, on va dire, parce que la plupart d'entre elles, en fait, elles ont une licence uniquement pour fournir un moyen de paiement. C'est-à-dire qu'elles vont permettre d'ouvrir un compte en banque et d'avoir un moyen de paiement. Mais on ne pourra pas faire de l'épargne, en tout cas, on ne pourra pas ouvrir un livret A, par exemple. Et en règle générale, lorsqu'elles proposent des placements, soit en crypto, soit des actions, en fait, c'est eux qui détiennent les actions et ce n'est pas toi qui achètes les actions à travers leur plateforme. Donc, c'est ça la différence principale. Mais du moment que c'est une néobanque qui est basée en Europe, elles sont... gérées par l'Europe, etc. Après, il y avait des moments où les personnes avaient peur, mon argent a disparu, etc. Parce que toutes les banques, elles doivent répondre à des exigences et notamment de savoir dire d'où vient l'argent.
Et donc, comme en règle générale, ces néobanques, on ne les utilise pas pour mettre notre salaire. Donc, l'argent, on fait des virements et elles ne savent pas d'où vient l'argent. Donc, quand il y a des gros montants, c'est arrivé pendant un moment qu'elles bloquaient les comptes pour dire aux gens, en fait, tant que vous ne justifiez pas des comptes, nous, on ne débloque pas votre argent. C'est pas que l'argent est disparu, c'est pas que l'argent est volé. C'est que la banque, elle a des obligations légales et que pour répondre à ces obligations légales qui sont ne pas financer le terrorisme et participer au blanchiment d'argent, sont obligés de vous demander des justificatifs. Voilà. Très très clair. Pour revenir un peu aussi au projet d'investissement et finir avec les quelques dernières questions qu'on avait, si on n'a pas de projet et si on ne sait vraiment pas ce qu'on a envie de faire avec cet argent, mais on sait qu'il faut investir parce que tout le monde le dit, est-ce qu'on peut quand même aller voir son banquier ou est-ce qu'il vaut mieux s'en abstenir ? Non, on peut quand même aller voir son banquier, peut-être qu'il va vous poser les bonnes questions. Je pense que même si on n'a pas de projet, tout le monde, en tout cas je vous le souhaite, va arriver à la retraite à un moment ou à un autre. Ça peut aussi être de se dire, finalement, je vais opter pour un service de gestion pilotée, c'est-à-dire que je vais placer 50 € par mois, 100 € par mois, plus si vous avez une meilleure capacité que ça. Et faudra juste dire quel est votre horizon de placement, est-ce que c'est 5 ans, est-ce que c'est 10 ans, mais par contre faut pas, en fait on peut avoir un horizon à 5 ans et dire finalement j'en ai besoin plus longtemps, mais le contraire de dire ah ouais moi j'ai un horizon de placement à 20 ans et après sortir l'argent au bout de 5 ans, c'est pas du tout la même stratégie, parce que sur une stratégie long terme on va prendre beaucoup plus de risques. Et en tout cas, le gestionnaire va prendre beaucoup plus de risques pour essayer de prendre des plus-values. Et au fur et à mesure, il va sécuriser en étant de moins en moins risqué dans sa stratégie. Et donc, si on arrive au moment où au début, où on est en train de prendre le maximum de risques et donc potentiellement on peut être en forte baisse, on est complètement allé à l'encontre de la stratégie de base. Donc, il faut se lancer dans tous les cas, peut-être avec des montants moindres. Et un horizon de placement, moyen, genre 5-10 ans maximum. Et puis voir comment ça se passe, en fait, se familiariser avec les choses. Et d'une façon très concrète, on va dire, est-ce que tu peux donner, 3-4 questions à poser justement au banquier pour on peut démarrer ce premier rendez-vous ? Alors, elles vont être un peu bizarres, les questions que je vais dire. Mais je pense que c'est bien de demander au banquier est-ce qu'il a en fait les produits dont il parle. Donc par exemple, quand on fait de l'investissement immobilier et qu'on va chercher un crédit IMO, de demander au banquier oui, est-ce que vous êtes propriétaire ? Parce que moi je pense que, même si ça ne veut pas dire qu'il ne saura pas ce dont il parle, mais il ne l'a pas vécu. En fait, ça ne veut pas dire que ça sera pas crédible ce qu'il va dire, mais ça permet de mettre une petite nuance aussi sur ce que va dire la personne et puis aussi des attentes. Parce qu'il y a des choses auxquelles, si tu n'as jamais pris de crédit immobilier ou peut-être que tu viens de commencer, tu ne pourras pas y répondre. C'est pareil, que ce soit pour l'assurance vie, le plan épargne retraite, les différents produits que fournit le banquier. Toujours, moi je trouve pas ça bizarre de dire vous investissez, vous c'est quoi votre stratégie, en fait, de pas être juste une personne qui vient se faire donner des conseils sans savoir qui te donne le conseil finalement, parce que ça joue quand même aussi, ça reste des êtres humains. Et autre question à poser, c'est de dire par exemple si par exemple j'ai envie d'investir mais dans 10 ans ou si j'ai des enfants, en fait pensez plus à des choses perso et de dire parce qu'il y a des choses que le banquier ne peut pas deviner. Par exemple j'ai prévu de m'arrêter de travailler parce que je suis enceinte par exemple, et avec mon mari on a décidé ou mon copain peu importe que j'allais arrêter de travailler pendant les 3 prochaines années, prendre un congé parental. Peut-être que ça peut être intéressant pour le banquier de savoir ça, de dire mais ça veut dire que vous allez plus avoir de revenus, ou en tout cas que ce sera très bas, donc comment est-ce que vous allez gérer ça ? Peut-être que votre épargne, faut pas la bloquer, même si, attention mesdames, même si vous prenez un congé parental, c'est pas à vous de payer 100% de la baisse de revenus, on est d'accord. C'est toujours bien de le préciser. C'est important de le préciser, on en parle souvent. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui mettent de l'argent de côté pour continuer à mettre autant dans le foyer que quand elles travaillaient. Donc, mesdames, ne faites pas ça, s'il vous plaît. C'est comme on avait vu aussi beaucoup de femmes qui investissaient uniquement pour payer les études de leurs enfants. C'est aussi, on a fait pas mal de micro-trottoirs, on est tombé sur une multitude de femmes qui vraiment, c'était leur unique objectif financier.
Après, c'est la société qui est comme ça, hein. C'est les mères martyrs. Moi, je les appelle comme ça, hein. Je les appelle comme ça, les mères martyrs, où, en fait, elles vont se saigner à blanc pour leurs enfants. Alors que moi, je dis, en fait, votre meilleure façon d'aider vos enfants, c'est de vous aider vous-même. Parce qu'on le sait qu'aujourd'hui, c'est les parents qui ont les meilleures situations financières, qui sont les plus à même d'aider financièrement aussi leurs enfants quand ils en auront besoin. Donc finalement, être là, remplir son livret A, et puis faire un petit truc à côté pour les études de ses enfants, c'est pas ça qui va changer vraiment la donne pour eux. Mais pour revenir à ta question, du coup, sur les questions sur le banquier, je pense qu'il faut essayer un peu de se connaître et savoir qu'est-ce qu'on a en face de soi. Je pense que ça aide à la conversation. Après, ça dépend vraiment de son projet. Je n'ai pas vraiment de questions bien spécifiques que je peux te donner, à part d'essayer de comprendre est-ce qu'il a expérimenté ce dont il me parle. Parce que quelqu'un qui va me dire, ah, c'est génial le saut en parachute, et qui n'a jamais sauté en parachute. Oh, il ne fait pas trop confiance. Hein. Ouais, c'est pas que je ne ferais pas confiance, mais je comprendrais que c'est une réponse technique et pas une réponse d'expérience, en fait. C'est un peu de humaniser le métier. Oui, voilà. Oh, c'est sûr. Trop bien, hyper clair. Et l'autre chose aussi, on a fait un épisode précédemment où la personne disait oui que c'était, elle rencontrait beaucoup de personnes qui se retrouvaient à l'âge de la retraite avec plein de placements qu'ils avaient complètement oubliés qu'ils avaient souscrits. Et parfois, les banquiers nous proposent des placements type venez investir dans les parts de la banque. Enfin, tu vois, t'as quelques autres placements parfois très... C'est quoi les placements qu'il faut faire attention et en fait qui sont vraiment 100% des placements dans l'intérêt de la banque et pas forcément dans l'intérêt de l'utilisateur? Je dirais pas qu'il y a des placements parce que ce serait pas comment on dit ça, serait pas éthique pour un banquier de faire un placement qui aurait un avantage uniquement pour la banque. De toute façon, ce serait même pas un produit à vendre finalement. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut vraiment savoir ce qu'on veut finalement. Parce que quand par exemple ton banquier il te vend une assurance, je sais pas, peu importe l'assurance, et que tu la prends et que tu dis après, ah oui, mais il m'a arnaqué parce que cette assurance-là, j'en ai pas besoin. Mais c'est à toi de savoir que t'en as pas besoin. C'est à toi de prendre la décision de dire, ben non, j'ai pas besoin de cette assurance accident de la vie, par exemple, parce que à mon travail, j'ai une prévoyance qui, de toute façon, me prévoit telle et telle et telle garantie, s'il m'arrive ça, et donc du coup, j'en ai pas besoin. Donc c'est nous aussi d'utiliser notre esprit critique. Après, il y a des choses, tout à l'heure tu parlais des parts sociales dans les banques, c'est vrai que c'est un produit, finalement tu sais quand est-ce que tu l'achètes, mais tu sais pas comment tu vas le vendre. Ouais. Voilà, donc c'est des choses, il faut comprendre quelles sont... faut lire un petit peu... voilà, les conditions de sortie, les conditions d'achat, le fait que potentiellement on peut te dire ah ben non, vous pouvez pas les vendre parce qu'on n'a pas quelqu'un pour les acheter derrière. Enfin, après, c'est pas toutes les banques qui fonctionnent comme ça, mais il y en a où c'est écrit, hein, qui disent finalement la banque elle se réserve le droit de t'autoriser à vendre tes parts sociales. Mais c'est vrai que les gens ils aiment pas trop ce produit-là en règle générale, donc je sais pas si les banques elles doivent continuer de le faire ou pas. Demandez à vos clients, je sais pas. Mais non, le banquier va pas te proposer normalement des choses dont t'as pas besoin. Sauf si tu sais pas. Qui vont à l'encontre, qui vont à l'encontre de ce que tu as fait. Mais par exemple, je vous donne un exemple, souvent, où moi je trouve que c'est border. C'est par exemple les banquiers qui vont dire prenez le PER, vous allez pouvoir défiscaliser. Et vous inquiétez pas, si vous avez besoin de sortir pour acheter votre résidence principale, vous pourrez le débloquer. Donc tout ce qui a été dit est vrai. Sauf que la virgule, souvent qui n'est pas ajoutée dans ce genre de conseil, c'est de dire, par contre, la défiscalisation que vous avez obtenue en versant l'argent, quand vous allez sortir pour votre résidence principale, l'argent que vous avez débloqué, qui a été défiscalisé, va être réintégré à votre revenu fiscal. Donc là, par exemple, il n'y a pas de mensonge dans ce qu'il dit, mais la virgule, elle est quand même importante, parce qu'il faut le savoir. Et ça, j'ai envie de dire, ça ne va pas à l'encontre des intérêts du client, parce que l'argent qui sera sur le PER, il va travailler, etc. Mais je pense que c'est des arguments qu'il ne faut pas mettre l'un en face de l'autre, parce qu'en règle générale, la résidence principale, on ne l'achète pas 15 ans plus tard. On l'achète, si tu commences à penser à ton PER, il y a des chances que tu deviennes peut-être propriétaire dans les 3, 4, 5 ans qui viennent, et pas dans... En tout cas, vous le souhaitez, pas dans les 30 ans, pas plus tard dans 30 ans, quoi. Et souvent, en plus, quand tu es en début de carrière, tu gagnes pas aussi bien ta vie que quand tu es un petit peu plus avancé, donc tu es plus imposé, donc finalement, est-ce que c'est un bon coup de défiscaliser ? Enfin voilà, il faut qu'ils choisissent l'angle d'attaque, parce que des fois, il y a des angles d'attaque qui sont contradictoires, finalement.
Et sinon, il y a aussi un scénario qui arrive souvent, surtout dans une société assez inégale, c'est le fait que les femmes n'ont pas l'habitude de parler à un banquier et elles laissent plutôt au mari à avoir cette habitude de parler au banquier. Et en fait, une fois que soit il y a un divorce, mais surtout quand il y a le décès du mari, par exemple, c'est un peu la première fois que la femme elle est face à un banquier et qu'elle doit un peu avoir connaissance de comment gérer l'argent de la famille toute seule. Donc c'est triste parce que c'est une situation difficile et c'est aussi le fait de ne pas avoir l'habitude qui ça pénalise parce que je suis face à un banquier pour la première fois dans ce genre de situation. Est-ce que tu as des conseils et aussi j'imagine c'est un peu à inciter les femmes qui nous écoutent à pas anticiper cette situation mais juste prendre cette habitude? Mais en fait, on en revient au truc de tout à l'heure quand je disais vous êtes des adultes. Vous n'êtes pas des enfants. Vous n'êtes pas des enfants qui passent de chez papa et maman à le mari qui reprend, enfin le mari ou le copain, peu importe, qui reprend le lead sur ces sujets-là. Enfin, l'argent, c'est au centre. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais l'argent, c'est quand même au centre de nos vies. C'est ce qui met un toit au-dessus de notre tête, c'est ce qui met à manger dans nos estomacs. C'est important, en fait. Donc, c'est pas un sujet sur lequel on peut dire si tu me dis que t'aimes pas le bricolage, je vais dire bon, c'est dommage parce que tu vas être obligé de payer quelqu'un pour te mettre un clou dans le mur. Bon, voilà, ça c'est pas de l'argent bien utilisé. Sauf si t'as vraiment pas le temps ou que t'as beaucoup de sous. Mais on peut pas, en fait, évoluer comme ça dans la vie d'adulte en disant... moi j'ai un petit nom taquin, je les appelle moi mon mari. Les moi mon mari. Mais oui, mais on s'en fout en fait. Toi ton mari, mais t'es une personne, c'est une personne et une personne. Donc en 2025, je suis désolée, mais on peut pas. Moi je suis quelqu'un de. Souvent, moi je suis féministe, hein, mais souvent là où je suis pas d'accord avec les féministes, c'est le truc de oui, il faut prendre la main des femmes, il faut les aider et tout. Non, au bout d'un moment, moi je vais vous mettre des tapes et que vous preniez vos responsabilités. Vous êtes capable, allez-y, arrêtez de dire non, mais ça, je suis pas douée pour ça. Personne n'a envie de travailler, on va au travail. Bon, t'as pas envie de parler d'argent, mais va quand même chez ton banquier. Puis avant de rencontrer ton mec, t'as pas travaillé, t'avais pas d'argent. Enfin, aujourd'hui, elles sont rares quand même les femmes qui vivent chez leurs parents sans avoir travaillé. Et c'est un homme qui va venir leur prendre la main pour les sortir de chez les parents. Donc, moi, je suis vraiment, faut responsabiliser les gens. On est tous des adultes, tous et toutes des adultes. Et il n'y a rien qui t'empêche de prendre rendez-vous chez ton banquier. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris, c'est son travail. Hein. Quand vous prenez une banque traditionnelle, là, ce n'est pas les mêmes tarifs que les banques en ligne. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a une agence et il y a quelqu'un pour vous recevoir. Donc, utilisez cette opportunité-là pour parler à quelqu'un. Vous venez avec votre liste de questions, voilà. Si vous êtes typiquement la bonne élève, utilisez vos habitudes de bonne élève. Vous venez avec vos petits cahiers, vos petites questions et vous posez et on va vous répondre. Avec plaisir, ils sont là pour ça. Donc, c'est hyper important. C'est pas quelque chose, pour moi, c'est pas quelque chose de négociable. De se dire non mais moi ça c'est mon chéri qui s'occupe de ça, je sais pas combien paye d'impôts, et puis après quand vous faites attraper après vous pleurez. Non, c'est vraiment important de prendre ses responsabilités là-dessus. C'est beaucoup trop ça a trop d'impact en fait pour laisser cette responsabilité à qui que ce soit d'autre. Et dernière excuse qu'on peut se trouver, on peut y aller. Du coup, si là, on doit aller chez le banquier, si on considère qu'on n'a pas assez parce qu'on n'a que 50 € de mettre de côté, est-ce qu'il y a un montant minimum avec lequel il faut venir voir le banquier ou est-ce qu'on peut y aller direct là, après avoir écouté l'épisode ? Non, franchement, allez-y tout de suite. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez y aller avec votre liste de questions. Et c'est une question à poser. Oui, par exemple, j'ai que 50 € Alors, attention, 50 € à placer. Faut pas lui dire je mets 50 € de côté tous les mois, puisque dans l'argent qu'on met de côté tous les mois, on met aussi de l'argent de côté pour ces trucs du quotidien, une grosse facture qui va arriver, ton contrôle technique, etc. Donc ça, tu vas pas placer cet argent-là. Mais de bien faire la différence, je mets 200 € de côté tous les mois, j'ai 50 € qui, on va dire moitié-moitié, 100 € que je mets de côté pour la vie de tous les jours ou des dépenses qui vont venir, et puis j'ai 100 € à placer. Je ne sais pas comment faire, et en fait, initier la discussion, parce qu'en règle générale, ils ont une trame, les banquiers, et même tous les conseillers en gestion de patrimoine, etc., ils ont une trame, en fait, pour connaître l'investisseur, quel est ton profil investisseur, pour te faire une recommandation en fonction de ton profil. Voilà, commencez, allez-y, prenez votre... Allez, s'il vous plaît, prenez votre rendez-vous, et allez-y, même si c'est pour poser des questions bêtes. En fait, il n'y a pas de questions bêtes. Ce qui est bête, c'est de ne pas poser de questions.
Merci. Et on est d'accord qu'il n'y a pas d'obligation non plus. C'est pas parce qu'on vient chez le banquier qu'il faut tout de suite souscrire à 50 Ah non, 000. c'est ce que j'ai dit. Ouais, Ne souscrivez pas le jour même, en fait. Ouais. Vous prenez vos informations, vous rentrez chez vous avec. En fait, c'est comme un devis. C'est un peu le principe de devis. Il vous dit, bah voilà, pendant X années, il faut mettre tant de côté, etc. On va faire comme ci, on va faire comme ça. Ça peut baisser, ça peut augmenter. Les conditions de sortie sont ça. Si vous avez une urgence, quelles sont les conditions? Bon, en règle générale, ils n'ont pas des produits trop bloqués dans les banques, ça va, à part le PER. Mais ils peuvent avoir, par exemple, le compte à terme, par exemple, ce genre de choses. Savoir en fait qu'est-ce qu'il n'y a pas de risque, où est-ce qu'il y a du risque, comment ça se passe, comment je retire, et revenir chez soi avec toutes ces informations là, relire, vous qui aimez être des étudiantes éternelles, relisez vos notes, parlez-en autour de vous, abonnez-vous à des comptes, suivez des podcasts comme celui de Cash Confidence. Suite ta page sur Insta. Oui, peu importe, il y a plein d'autres pages, et puis j'imagine que vous avez plein d'autres invités dans votre saison, donc il y a énormément de ressources. Aujourd'hui, on peut pas dire que je ne sais pas. Si on sait pas, c'est parce que dites plutôt ça m'intéresse pas. Je préfère quelqu'un qui me dit ça m'intéresse pas que quelqu'un qui me dit non, c'est trop compliqué, ou non, je sais pas. Non. À l'heure de YouTube, des podcasts, d'Internet, on peut plus avoir ce genre de... On peut pas se cacher derrière les mêmes excuses que nos tantes ou nos grands-mères dans d'autres époques, quoi. Génial. Et du coup, pour finir l'épisode, on a toujours une dernière question qui vient des cartes, c'est un peu les jeux de cartes contre le tabou de l'argent. Donc, je t'invite à piocher une carte. Allez, je prends celle-là, j'espère qu'elle sera... Ouais, je suis sûre qu'elles sont toutes bien. Alors, Cash Daily. Comment réagirais-tu si demain ton revenu mensuel augmentait de 30%? Que changerais-tu concrètement? Alors là, ce serait jackpot. Que changerais-tu concrètement? Et moi justement, parce que j'ai la chance de bien gagner ma vie, parce que mon budget bento, c'est pas mon activité principale. Moi, mon secret, qui n'est pas du tout un secret, bien entendu, c'est que je n'augmente pas mon lifestyle. C'est-à-dire que moi, par exemple, ça fait 10 ans que je suis propriétaire. Donc, par exemple, mon crédit, du coup, depuis 10 ans, n'a pas augmenté, mais je n'ai pas déménagé juste parce que j'ai les moyens d'emprunter plus. Donc, je ne changerai pas grand-chose concrètement. Peut-être que je partirai un peu plus souvent, loin, en vacances. Mais, en fait, le secret, c'est finalement, quand on augmente son revenu, de ne pas changer son lifestyle et plutôt d'aller en profiter pour investir plus, par exemple, au lieu d'acheter plus grand, si j'ai pas besoin d'avoir plus grand, je fais un investissement locatif, par exemple, puisque un investissement locatif, justement, c'est 30%. Donc peut-être que tu t'es dégagé de la capacité d'épargne. Donc peut-être j'achèterai un autre bien immobilier plutôt, probablement. C'est très intéressant et j'adore le conseil de ne pas augmenter les dépenses une fois qu'on a des augmentations. Moi, j'ai commencé à investir dès mon premier CDI parce que pendant des années, j'ai gardé exactement le même niveau de dépenses de quand j'étais en stage. Et du coup, justement, le fait de passer en CDI, ça a augmenté pas mal mes revenus. Et du coup, j'ai utilisé toute cette extra de commencer à investir tôt. Donc, j'adhère à 100% l'idée. Merci beaucoup, Maëva, d'avoir répondu à toutes mes questions. Si on a besoin de te retrouver, où est-ce qu'on te retrouve ? Sur Instagram, mon budget bento, en un seul mot, sans trait, sans rien, et vous allez me trouver. Super, comme ça vous n'avez plus aucune excuse si vous ne savez pas, vous avez plus de questions, vous y intéressez pas, c'est pas que vous ne savez pas. Merci à toutes celles qui nous ont écoutés jusqu'au bout, on espère que vous allez toutes courir immédiatement prendre rendez-vous chez votre banquier, en ligne ou en physique, vous choisissez avec votre feuille de questions, on ne vous juge pas. N'hésitez pas à nous envoyer aussi vos questions si vous voulez sur Insta ou sur les réseaux, ça peut être marrant de récupérer les questions que vous posez. Nous on était hyper contents de faire cet épisode. Et merci encore à Boursorama qui nous permet de le faire dans d'aussi bonnes conditions. On est trop content de recevoir là Maëva et pas par écran interposé, ça aurait été pas du tout les mêmes fans. Et j'espère qu'on a réussi un peu à contribuer à cette mission commune de rendre l'argent un peu moins tabou. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous et prenez soin de vos finances. Vous avez aimé cet épisode? Retrouvez-nous dès maintenant sur Instagram, @cashconfidence avec un S. Vous pourrez y retrouver plein de conseils dans la continuité de tout ce qu'on se dit dans ce studio. À très bientôt.